Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un film est passé, podcast de cinéma animé par Patrick Ramu. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Merci, bien sûr. bonjour. Alors, ce nouvel épisode où nous allons parler d'un film qu'on aime beaucoup, c'est Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Ah non, oui, on en a pour 3 quarts d'heure. On en a pour 4 heures, ça serait beaucoup trop long. Non. On va vous parler aujourd'hui d'un film qui est le film préféré de tous les dentistes. En tout cas, le film, si vous l'avez vu, je pense que vous devez vous en souvenir pour une raison très simple. Une petite phrase qui dit « Is it safe ?» ou en français « C'est sans danger ?» prononcé par un monsieur, bien sûr lui, plutôt propre, qui aime bien se laver les mains. Il se lave tout le temps les mains. Un petit linge, machin. Très professionnel. Très professionnel, en fait, comme oui, le personnage qu'il incarne. Mais effectivement, qui contient une des scènes de torture où on voit finalement rien, mais une des plus insoutenables de l'histoire du cinéma, en tout cas une des plus marquantes. Ce film, ça s'appelle Marathon Man, c'est réalisé en 1976 par John Schlesinger. C'est un film qui... Est-ce que c'est le dernier ? Je pense que c'est le dernier des films de cette mouvance de films de conspiration qui commence avec, à cause d'un assassinat de Pakula, et puis qui continue avec Conversation secrète de Coppola, et Pakula en tourne un deuxième, Les Hommes du Président, et on a Les 3 jours du Condor de Ciné Pollack, et puis enfin on a Marathon Man. Et je pense que si vous avez vu ces 5 films-là, vous avez un peu vu un peu la crème de la crème, comme diraient certaines personnes. Tout ce que vous verrez après aura une saveur un peu plus diluée, on va dire. Oui, puis c'est par rapport à ces films de conspiration, j'ai aussi l'impression que c'est tout un pan de ce fameux nouvel Hollywood, parce qu'on est quand même dans les années 70, donc évidemment c'est peut-être un peu évident, mais on est dans ces États-Unis qui traversent une crise à la suite de l'assassinat de JFK, de son frère Robert Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, les mensonges de la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate. Et c'est toute cette période des États-Unis, évidemment, qui est extrêmement bien, je dirais, incarnée par ces films où on a cette espèce de doute du citoyen par rapport à son gouvernement. Et ce sont des films, effectivement, qui incarnent tout à fait bien cette période-là. D'ailleurs, à mon avis, Marathon Man, c'est peut-être aussi un des derniers fleurons du nouvel Hollywood, parce que c'est 76, et à partir de 77... Attention, tu vas te faire des ennemis, là. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais je suis assez d'accord. À partir de 77, ça commence à changer. Y a depuis Star Wars, quoi. Ouais, voilà. Il y a peut-être encore Black Sunday, qui est plus considéré comme une série B. Il y a encore La Porte du Paradis, évidemment. Voilà, mais on arrive déjà un peu à un tournant, à mon avis, avec Marathon Man. Alors, Marathon Man, peut-être vous donnez quand même un petit peu le contexte, l'histoire, le pitch. Donc, le héros du film, car c'est un héros, il s'appelle Thomas Levy, il est interprété par Dustin Hoffman. Babe, de son surnom. Exactement, Babe, qui est un coureur de fond amateur. C'est aussi un doctorant en histoire qui est hanté par le suicide de son père, qui fut victime du macartisme. Babe va se retrouver mêlé à une histoire d'espionnage par le biais de son frère, qui s'appelle lui Doc, interprété par Roy Scheider, qui est un agent du gouvernement. Qui est Roy Scheider ? Les Dents de la Mer. voilà. Et évidemment, Sorcerer aussi, qu'on voit de la peur. Donc c'est un agent du gouvernement qui est en contact avec un ancien nazi caché en Amérique du Sud qui s'appelle Christian Zell, dit der Weiße Engel, l'ange blanc, interprété par Laurence Olivier. Alors, lorsque le frère de Zell est tué dans un accident de voiture, c'est d'ailleurs une séquence qui constitue le prologue du film, cet accident de voiture. En fait, tout part de là. Et là, les gens, ils ne comprennent plus rien, je crois, déjà. On est déjà trop dans les gens qui ont vu le film. Mais ça part vraiment de là. Ça part de là, mais alors à ce moment-là, Zell, donc l'ancien nazi qui est caché en Amérique du Sud, s'évade de sa plante. Mais il a des plantes de autour sa de lui. Plante surveillé pour se rendre à New York afin de récupérer une importante collection de diamants volés. Voilà. Trop. Non. Il faut quand même, parce que le film est quand même déconstruit de manière un peu bizarre. Il faut quand même comprendre qu'on est dans une histoire d'espionnage, qu'on est quand même une histoire. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le film commence par un accident de la route où on comprend assez vite qu'un requérant allemand, réfugié à New York, dans le quartier juif, ironie du sort, en tout cas les banques sont planquées là, va régulièrement dans un coffre situé au sous-sol d'une banque récupérer une petite poignée de diamants pour les filer à quelqu'un, et on ne sait pas trop pourquoi. Et à partir du moment où ce monsieur meurt dans un accident de la route, ça va déclencher une espèce de mécanisme infernal
propagé par son frère, en fait, qui, c'est ça. plutôt que de rester planqué où il est, tranquillou, avec des serviteurs un peu qui lui secouent des pots de banane, des pots de bananier pour lui donner de l'air frais, parce qu'il est en Amérique du Sud, eh bien, ne peut pas s'empêcher d'aller sur place pour être sûr que son trésor est toujours dissimulé dans la banque. Ça paraît neuneux comme ça, un peu. Ça paraît neuneux, mais ce qui est très étonnant, c'est que ce film a des ramifications assez étonnantes, c'est-à-dire qu'on comprend pas si vite que ça finalement, mais quand même, on divulgage pas grand-chose, à des agents secrets, la police des polices, l'agent secret des agents secrets, enfin une espèce d'agence qui bosse en parallèle dont on ne sait pas trop quoi. Hein, qui bosse pour le gouvernement. Mais on n'en est pas sûr, en fait. Ah, je pense que c'est mentionné. D'accord, ok. J'en suis pas si sûr que ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment des gens qui bossent pour les gouvernements ou c'est vraiment des salopards qui se font passer pour des gens qui bossent pour le gouvernement? C'est pas si clair. Hein. Et en fait, qui acceptent ce trafic de diamants, sachant que ces messieurs sont tous sauf recommandables, contre des renseignements utiles à différentes choses dans le gouvernement. Et évidemment, Roy Scheider, le frère aîné de Steen Hoffman, est un de ses agents, mais personne ne le sait, y compris son frère ne le sait pas. Et puis voilà, ça va déclencher plein de choses. D'ailleurs, il y a plein de scènes qui sont tournées à Paris. Et ben ça me fait penser à Sorcerer, à toutes les scènes parisiennes de Sorcerer. Est-ce que ça ne serait pas les deux seuls films américains avec des scènes qui se passent en France qui sonnent justes? Parce que tu sais, quand tu as des scènes qui se passent en France dans des films américains, souvent ça sonne complètement bidon, quoi. T'entends La Vie en rose, Edith Piaf, et puis tu vois une deux chevaux avec un type avec un béret puis une baguette sous le bras, ce qui n'est pas le cas ici, quoi. Non, alors je pense que c'est probable dans la mesure où, que ce soit Schlesinger ou Friedkin pour le Convoi de la peur, c'est aussi des gens qui ont le sens du documentaire, et ils signent des scènes qui sont clairement avec ce captage du moment. Et là, en fait, quand Marathon Man, les parties qui se passent à Paris, il y a une grève, il y a des manifestations contre la pollution, et on a ce captage d'une agitation dans la ville que traverse comme ça le personnage de Roy Scheider. Donc oui, il y a ce côté effectivement où, malgré évidemment des prononciations de mon français un petit peu bizarres, mais ça c'est normal. Michel Dupont. Voilà, ça sonne plutôt bien. Donc c'est un... Pourquoi on faisait le pitch au début, et toi tu me dis ouais t'en dis trop, etc. Mais ce que je voulais, c'est que c'est quand même faire comprendre que c'est pas évident au début de comprendre le lien entre les choses. Et puis on dit bon je me laisse guider. Non mais quand on les comprend, en fait, c'est même pas tellement un film de conspiration. Pas trop. Non, mais pas c'est trop, pour ça hein. que moi je mentionne. L'ambiance est faite comme si c'était un film ça. de conspiration, mais en fait toute la ramification et tout l'emballage fait très film de conspiration. On est tout à fait dans le même état d'esprit qu'un Conversation secrète, dans l'imagerie, etc., les personnages. Puis on arrive à la fin, on se dit, en fait, non, pas totalement. Ça, mais c'est vrai que c'est plus, à ce moment-là, si on parle de croisement des genres, on est presque plus près d'un survival. C'est-à-dire que Schlesinger disait lui-même que c'est un film, en fait, sur la douleur, la résistance à la douleur. C'est un film physique. Si on regarde, il y a des corps, il y a la sueur, l'effort. Évidemment, dès le début, ce type qui court, Babe qui court, souffre. C'est pas le coureur super classe, sexy. Il non, est vraiment, en plus c'est juste un dépassement de lui, en fait. Exactement. Donc c'est un film sur le dépassement de soi. Et c'est vrai qu'il est peut-être un peu à la croisée justement du thriller, un peu de conspiration, avec quand même un petit clin d'œil aux États-Unis qui ont quand même collaboré avec des anciens nazis. C'est quand même assez clair. Et cet aspect survival, ce qui fait que quand même le film a quelque chose, moi c'est pour ça à chaque fois que je le vois, il me fascine, de vraiment viscéral. C'est-à-dire que ça nous prend à la gorge tout le temps. Il y a pratiquement aucune scène. Il y a même des scènes qui sont un petit peu plus... il y a peut-être une ou deux scènes, puisqu'on n'a pas parlé du personnage de Marthe Keller, qui est l'étudiante que rencontre... elle s'appelle Elsa Hoppel. Je me souviens plus de son nom de famille. Je vais dire Elsa Schneider. Qui rencontre Babe. Alors là, il y a quelques scènes un petit peu plus au début, qui ont l'air un petit peu plus comme ça romantiques. Mais sinon, on a cette tension permanente qui est due à la fois à la photo. Alors, il y a la mise en scène, le jeu des acteurs, évidemment, on y reviendra. La musique de Michael Small. Très bizarre, Michael Small. Il fait toujours des musiques, mais je ne sais pas si c'est écoutable sans le film. Moi, j'ai essayé, c'est très, très, très bizarre. J'ai fait l'exercice pour Clout. Ouais, alors moi, j'arrive à le faire si je suis tout seul, parce que je commence à en avoir marre des trucs trop linéaires, peut-être, mais je sais que si j'ai
mon entourage, ma femme est autour de moi, après 4 secondes, ils vont me dire, écoute, où on t'amène dans un asile, ou t'arrêtes ça immédiatement, c'est insupportable. Ouais, il a fait la musique de Clout, il a fait Parallax View, et je me demande si c'est pas lui qui a fait ça. Je sais pas, mais il me semble qu'il y en a encore une qu'on oublie de ces trucs avec des sons très dissonants, bizarres, et qui... La musique à elle seule te met déjà dans l'ambiance, quoi. Il n'y a aucun doute sur ce que tu vas voir. C'est presque des sons, on se demande même s'ils mixent pas là-dedans des bruits de choses qu'on pourrait entendre en faisant de la surveillance. C'est très 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 bizarre, mais sans les... D'ailleurs, ce type n'est pas du tout connu, hein, Michael Small, mis à part de Fou Furieux dans l'autre genre. Mais une chose est sûre, c'est que les films qu'on a cités sans les BO de Michael Small, ils fonctionneraient certainement beaucoup moins bien. Non, effectivement. T'imagines Michel Legrand, que j'aime beaucoup, mais qui fait la musique de Marathon Man, ça va pas le faire. Je l'adore, hein, j'adore Michel Legrand, mais là, non, c'est pas possible. Alors bon, on parle de ce côté justement parano qui prend à la gorge. Moi, ce qui me marque dans ce film, je l'avais d'ailleurs découvert en salle. Quelle chance. J'avais vraiment été frappé, c'était dans les années, je pense, dans les années début 90, je crois. Ouais, quand on pouvait encore voir des rediffusions de ce genre de choses dans les grandes villes, quoi. Exactement. Ouais. Donc, un temps qu'on aimerait bien qu'il existe toujours. Très très belle expérience. Et quand même signaler, c'est comme moi je trouve assez intéressant, c'est un cas de figure d'un film donc qui est adapté par un scénariste de son propre roman. William Goldman. William Goldman qui a écrit donc le roman Marathon Man. Je crois qu'il a écrit quelques romans et c'est une adaptation donc. C'est lui qui a écrit Les Hommes du Président, d'ailleurs, le scénario. Oui, tout à fait. Il a 2 Oscars pour Butch Cassidy. Bon, encore une fois, Oscar, c'est pas si important, mais quand même, Butch Cassidy et le Kid, Les Hommes du Président. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a dû travailler sur du Stephen King, Misery, Cœur perdu en Atlantide, très très grand scénariste. Et d'ailleurs, homme très truculent, il a aussi publié des livres sur Hollywood. Et c'est lui qui a adapté ça. Et il y a cette, je dirais, là, on peut. Alors, j'ai pas lu le roman, mais on sent qu'il y a mais j'ai envie presque de le lire, et on sent qu'il y a vraiment cette fois une réussite, vraiment une cohérence entre le roman, le scénario, et une espèce d'équilibre qui est atteint ici. Il était déjà scénariste, ce qui explique sans doute une partie des choses, parce qu'en général, quand on demande à un romancier d'écrire sa propre adaptation ciné, c'est un désastre. C'est ça, justement. Ça ne fonctionne jamais. Et là, ça fonctionne à fond. Ouais. Et puis, Mart Keller, Cocorico ou Meu, je ne sais pas comment il faut dire en Suisse, qui est quand même notre symbole le plus exporté, qui a fait une carrière hollywoodienne brève, mais c'est elle qui l'a avorté volontairement parce qu'elle se sentait qu'elle commençait à être enfermée trop souvent dans le même personnage. Là, on ne va pas en dire plus. Et qui est, il y a plein de gens qui disent Mart Keller dans Marathon Man, ça fonctionne pas. Moi, je trouve que ça va assez bien. Ça va assez bien avec Dustin Hoffman. On sent une connivence entre les deux. Dans la deuxième partie du film, où ils sont quand même beaucoup plus ensemble, et il y a une scène cruciale dont on ne va pas expliquer les tenants et aboutissants ici, mais c'est assez étonnant. Tout d'un coup, on se dit mais en fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas besoin de faire des effets de scénario avec des rebondissements à n'en plus finir. Non, point. À un moment donné, on nous dit un truc, et puis point. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi, j'aimerais aussi signaler là, avant de parler évidemment de Laurence Olivier, qui est quand même l'un des plus gros salopards de l'histoire du cinéma grâce à ce rôle-là, de William Devane, qui est quand même un bel enfoiré aussi, que vous connaissez peut-être, en tout cas moi je l'avais découvert dans Complot de famille, qui était sorti la même année, d'Hitchcock, et qui a vraiment une tête à jouer les salopards. Est-ce qu'il a une fois été salopard dans un Colombo ? Je crois pas, mais il aurait pu. Il aurait vraiment pu, parce qu'il a la tête à ça. Ouais. Alors il a joué aussi des types dans la série 24 heures chrono. C'est juste. Et il avait joué aussi dans, je sais pas pourquoi, je me rappelle de ça, l'adaptation de la série télé de Les Hommes, comment c'est que ça s'appelle, Man for It. L'adaptation de l'attaque de Pearl Harbor, là. Les Hommes d'éternité, je sais plus maintenant. Désolé. Je vois sa tête dans cette série. Donc c'est effectivement un second couteau avec cette espèce de. On a l'impression de voir un beau gosse, mais non. Et puis après, il a ce sourire extrêmement bizarre, californien. Il a des grandes dents un peu en avant. En fait, on dirait une espèce de frère machiavélique de Michael Douglas, un peu. Il a une tronche très bizarre. Et il est parfait en ordure ou en ambivalent. Et c'est surtout à cause de lui que je te disais avant, mais moi, je ne suis pas si convaincu que ça, que ces gens bossent pour le gouvernement. J'ai plus l'impression que c'est des espèces de mercenaires, quoi.
qui sont en marche. Enfin voilà, on va pas s'étendre. Sinon, je vais révéler quelque chose. Regardez Marathon Man et venez nous en parler dans les commentaires. On fera un grand débat pour savoir si ces gens qui acceptent que Christian Zell, Der Weiße Engel, dilapide, fasse commerce de ces diamants à travers la planète, qu'il a récupéré évidemment dans des mauvaises conditions en 1940 et des poussières, sont des gens vraiment à la solde du gouvernement, ou est-ce que c'est vraiment des sales types, ou alors est-ce que c'est des sales types qui sont au service du gouvernement, mais le gouvernement ne veut rien savoir. C'est possible aussi. Enfin voilà, c'est là qu'on retombe quand même sur ce côté très conspiratoire et ce côté très... ce que vous voyez n'est jamais complètement ce que vous croyez voir. Les faux semblants, etc. Les gens du bon côté, etc. D'ailleurs, il y a une scène à Paris qui est assez flippante avec Roy Scheider de nuit avec un ballon de foot. Un truc très con. Ouais. Un truc très très con. Presque proche du film d'horreur. Hein. Ouais, où tout d'un coup, on voit juste un ballon de foot qui arrive et rien que d'en parler, c'est... Et voilà, je vous en dis pas plus, mais avec un artifice vraiment moindre, on arrive à faire des choses assez étonnantes. Alors parlons un petit peu de ce méchant, hein, Christian Zell, interprété donc par Laurence Olivier, qui était, acteur shakespearien, mais qui était malade, hein, très, très gravement malade. Ça fait partie de ses derniers films. Il en a encore fait quelques-uns. Il en a fait quelques-uns, mais... il a fait notamment Ces garçons qui venaient du Brésil, où il joue un rôle inverse. Puisqu'il joue le rôle d'un chasseur de nazis, où il est à la recherche de Joseph Mengele, incarné par Gregory Peck. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde, mais enfin voilà, c'est un film plus léger, mais c'est marrant. Le film est sorti une année après, cette espèce de pan inverse de personnage, où d'un côté il a une tête vraiment de bon papy qui chasse pas des vampires, qui chasse des nazis depuis des années, puis là, qui est une incarnation du mal, mais je veux dire avec très peu d'artifice, des grandes lunettes cerclées de métal, je dirais, il est effroyable ce type. On le voit, on dit non mais lui je change de trottoir, quoi, c'est bon, j'ai pas du tout envie de croiser ce mec, quoi. Alors ce qui est, je trouve assez impressionnant, c'est pas le fait de voir un acteur qui compose un ancien nazi, je sais pas, comme le ferait par exemple Anthony Hopkins qui joue le mal. Ah oui, quand je vois ce bonhomme, je crois que c'est un ancien nazi. C'est-à-dire, il arrive, et puis comme c'est assez marrant, c'est aussi le réalisateur qui disait ça, c'est que à la fois le personnage et à la fois Laurence Olivier, quand ils commencent le film, ils sont assez frêles, et plus le film avance, plus ils deviennent un peu dangereux. Olivier devenait meilleur, avec plus d'assurance, parce qu'évidemment, il trouvait un peu ses marques, grand acteur certes. Et aussi, si on veut parler aussi de sa performance, elle est aussi rendue fascinante, et ça a été relayé plein de fois, du fait que il est opposé à quelqu'un qui n'a pas du tout la même technique de jeu que lui. Dustin Hoffman, c'est un peu l'acteur studio, c'est celui qui court pour s'épuiser, qui ne dort pas pour être le personnage, et lui, acteur shakespearien, il vient, il met un costume et il interprète, et il y a cette fameuse ligne qui lui disait, sa fameuse réponse une fois en disant à Dustin Hoffman, arrête de te torturer, joue simplement. Mais on a souvent vendu ça comme une opposition, comme quoi ils n'entendaient pas. Et en fait, il y avait un énorme respect. Moi, j'ai vu une petite photo de tournage, un petit extrait de tournage à la fin où ils lèvent leur verre, ils portent un toast à Laurence Olivier avec Robert Evans qui lui met un petite statue, etc. Et on voit que Laurence Olivier a vraiment été touché par l'équipe et que Dustin Hoffman avait vraiment beaucoup d'admiration pour lui. Et on sent dans leur scène le côté très simple, direct, théâtral de Laurence Olivier et le côté beaucoup plus improvisé de Dustin Hoffman. Ça rend aussi, il y a une tension entre eux qui est du jeu, mais qui augmente encore la tension, les deux scènes qu'ils ont en commun, ou les 2-3 scènes qu'ils ont en commun, encore plus. Mais est-ce que Laurence Olivier a souvent joué des salopards au cinéma? Je ne sais pas, en fait. Acteur shakespearien, je ne suis pas sûr qu'il ait souvent joué des ordures. Moi, je me demande comment on l'a convaincu on a des informations là-dessus, moi, je n'ai jamais cherché. Comment on l'a convaincu de jouer ce film? Est-ce qu'à un moment donné, on y a dit, vous allez jouer un salopard qui va marquer l'histoire du cinéma? Est-ce que c'était prévisible? C'est toujours facile à dire a posteriori. Hein. Je ne sais pas, mais de ce que j'ai pu entendre, alors encore une fois, est-ce que c'est un truc de promo? Eh bien, est-ce que c'est vrai? C'est Robert Evans a tout de suite Sacré dit, Robert. Il a dit tout de suite, moi je vois Dustin Hoffman, ce serait mon premier choix pour Marathon Man, parce que voilà, il est jeune, c'est vraiment il est censé jouer un étudiant de 26 ans, puis il en a 38. Voilà, donc, ça, c'est un petit truc qui joue moyen, mais on oublie. On oublie très vite. Ouais. Et puis, il voulait Laurence Olivier, parce qu'il voulait ce côté, effectivement, cette espèce d'opposition de style. Alors, je ne sais pas comment il a été convaincu. En même temps, quand on voit le script, je veux dire, j'imagine quand on lit un script pareil, avec un rôle pareil,
on sent que c'est un rôle qui va marquer. John Schlesinger, c'était quand même pas n'importe qui. Il avait réalisé Macadam Cowboy, qui avait reçu un Oscar. Donc, il y a Asphalt Cowboy en allemand. C'est vrai. Hein. Alors, et Midnight Cowboy en anglais. C'est du beau matériau de base. Quoi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été attiré. Mais c'est quand même étonnant parce que Schlesinger, voilà, c'est un type qu'on associe toujours soit à Midnight Cowboy, soit à Marathon Man, et le reste à filmographie. Ouais. Les Envoûtés, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Mais voilà. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a d'autres choses. Ah, il n'a pas fait un gros film de guerre avec Red, c'est pas lui qui a fait ça ? Non, ça c'est pas lui, c'est Warren Beatty. Ouais, non. Mais il en a fait un autre du genre, je crois. Mais est-ce que voilà. a fait, c'est lui qui a fait Glenn and Glenda ? Je sais plus, un truc comme ça. En des tout films cas, un peu en Irlande là. Mais il avait fait, non mais il a fait bien avant, Loin de la foule déchaînée là, Far from the Madding Crowd. Donc voilà, et puis il a fait un horrible film avec Madonna aussi qu'on préférait oublier. Oui, là. Ça, c'était, voilà, donc c'est assez curieux la carrière de ce réalisateur qui a 2 films ultra emblématiques à son palmarès et le reste, voilà quoi. Et encore une fois, Robert Evans, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent, producteur complètement cintré hollywoodien, très extravagant, playboy, jusqu'au bout, hein, même quand il était vieux, il gardait cette tête avec ses grosses lunettes, encore un peu une dégaine à la George A. Romero, un peu comme ça. Ah ouais. Mais sans lui, effectivement, on l'a déjà dit, mais on serait certainement orphelin de quelques films, dont en tout cas celui-ci, qui est, je pense pas, dans l'absolu. Est-ce que c'est un film qu'on mettrait dans une top 10 liste absolue ? Je pense pas. Mais dans un top 50, oui. Alors, disons, alors ça dépend. Est-ce que c'est les films qui procurent un plaisir de voilà, spectateur immédiat ? Ça, c'est un plaisir immédiat de spectateur, c'est évident. C'est un film qui est oui, c'est quand même un divertissement. On a envie de savoir ce qui se passe. Et voilà. Est-ce que ça vieillit ? Oui, parce que c'est un film qui se passe en 1976, mais voilà. Je sais pas. Je trouve qu'il y a cette photo de Conrad L. Hall, là, qui est un grand directeur de photo, qui a fait notamment Butch Cassidy. Ça on a beau dire, hein, je parle toujours des directeurs de photo. Tout le temps. Mais oui, c'est mais ton parce truc. que mais c'est bien. Ça contribue à la qualité d'un film. Je veux dire, le fait qu'il résiste à l'épreuve du temps, il y a le propos, il y a les acteurs, la mise en scène, mais il y a vraiment la photo. Tu sais, moi, je suis pas moins sensible que toi à ce genre de choses. Et toi, tu connais tous les noms de ces directeurs de la photo. Moi, pas. Et chaque fois que t'en parles, je me dis, mais putain, comment il fait ? Moi, je sais pas. Et en fait, en rédigeant mon livre, je me suis rendu compte, oui, parce que j'ai écrit un livre, Patrick en a fait 3, voilà, on a du temps à investir dans des projets qui nous tiennent à cœur. Je me suis rendu compte que beaucoup de films américains de cette période que j'aime, il y a des noms de directeurs de photos et de scénaristes qui reviennent tout le temps. Et c'est pas un hasard. Non, effectivement. Lorenzo Sample Jr., tu vois, c'est le mec qui a écrit... il a écrit des conneries aussi. Scénariste, mais il a écrit des trucs... et son nom revient aussi comme une espèce de ritournelle. On se dit, ah ben voilà, quoi. Et puis c'est peut-être pas un hasard si on est complètement fasciné et attiré par toujours... Pas toujours les mêmes films, mais toujours la même période et ces trucs, puisque on ne le dira jamais assez, le cinéma américain des années 1970 est le meilleur cinéma du monde. Non, t'es pas d'accord ? Non, totalement. Mais il faut pas trop le crier trop fort. Ah bon ? On n'ose pas ? Non, en général, mais ici on peut, et ça fait plaisir, et ça fait du bien. Et simplement, pour ceux qui ont jamais vu ce film, il a aussi, je trouve qu'il y a quand même, c'est un de ces rares films qui est un pur divertissement, mais qui a quand même quelque chose d'un peu bizarre dans la conception de la structure, qui fait qu'on comprend pas tout non plus du premier coup. Ensuite, qu'il y a quand même des scènes, il n'y a pas 2 scènes mythiques, il y en a 12, franchement, qui sont vraiment... Il y a une scène de Tsel qui essaye de s'échapper dans un quartier, du quartier juif dans lequel il est, c'est exceptionnel cette scène. Il y a différents, vraiment... C'est marrant comme ce monsieur qui est quand même l'incarnation du mal extrêmement structuré, il perd vite les pédales quand même. Ouais. Ça devient vite un espèce d'enfant perdu dans un... compte, exactement. Donc cette scène est vraiment magnifique. Il y a une scène moi qui m'a toujours marqué aussi, c'est une scène de chambre d'hôtel où Roy Scheider se fait... on le chope avec un fil en métal et il a la main qui commence à pisser le sang. Moi, quand pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais ça fonctionne. Tu as parlé de la scène de l'opéra, toutes fonctionnent super bien. Et puis quand même, on parle de divertissement, je maintiens qu'il y a un vrai... c'est un film où on a un jeune homme dont le père a été victime du macartisme, donc de la tyrannie, qui se retrouve face à quelqu'un d'emblématique d'une autre tyrannie. Et c'est un film qui commente aussi la collusion entre un pays condamné, l'Allemagne, les Américains, qui brouille un peu les frontières.
Et il y a quand même justement ces flashbacks de... Mais là, tu essayes de drainer d'autres gens que ceux Non. qui sont acquis à notre cause, mais tu as raison. Mais je veux dire, d'ailleurs, ça m'a aussi frappé la dernière fois que j'ai vu, on a pas mal de flashbacks où il se rappelle de ce qui s'est passé avec son père, Ouais. qui rappelle The Game, c'est-à-dire c'est une espèce de prise, de flashback comme ça dans la tête d'un trauma vécu par un enfant, et ce qui donne, avec tous ces éléments dont je parle, quelque chose qui est quand même assez unique. C'est pas seulement un divertissement, Ah non, clairement c'est pas. vraiment quelque chose de très particulier. On a parlé de cette musique, je m'arrête là, mais vraiment, tu as raison, le film a vieilli, mais il a bien vieilli. Alors, et il fonctionne. Il a vieilli. Moi, je trouve pas qu'il a vieilli, bien Mais sûr, mais je certains dis trouveront ça que- pour les gens qui trouveront ça un peu décalé. Par contre, et puis ça fait aussi partie de ces films. Alors, c'est pas autant marqué que dans d'autres films, hein, mais ce principe d'un personnage à qui il arrive quelque chose, il ne comprend pas et ça nous énerve en tant que spectateur. C'est-à-dire que ce type n'a rien fait, n'a rien demandé à personne et se trouve imbriqué dans un truc qui le dépasse. La mort aux trous, c'est un typique. Et des films comme ça, il y en a plein. Alors là, c'est pas trop mis en avant. C'est vraiment bien dosé et puis tout s'équilibre, donc je pense pas que c'est un film parfait, mais c'est un film où tout s'équilibre, voilà. Vraiment tout est suffisamment en place pour qu'on arrive à la fin puis on dit si on pouvait aller, encore une fois ça fait vieux con, mais on est des vieux cons, le samedi soir pour aller voir des films de ce niveau-là au cinéma, parce que des films de ce niveau-là il y en avait quand même régulièrement, hein. Oui, complètement. Je dis pas qu'il y en avait 20 par année, mais je veux dire qu'il y en avait plus qu'un par année. Si on fait c'est 76 ? Oui. Il y a Les Hommes du Président, c'est la même année. Ouais, je crois. Ouais. C'est le seul qui me vient en tête comme ça. Le 76. Ouais. Ouais, bon, après ça n'a rien à voir, hein, mais il y a Rocky quand même. Ouais, il y a Rocky. Les Taxi Driver. Il y a Taxi. Ouais, ouais. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de films qui vieillissent bien. Les films de 2023 dont on parlera dans 45 ans, je ne sais pas lesquels c'est. Voilà, c'était cet épisode d'aujourd'hui consacré à Marathon Man de John Schlesinger, que vous trouvez assez facilement sur les plateformes de streaming. Je n'en sais rien, mais en tout cas en DVD Blu-ray, ça se trouve assez facilement. Et je crois qu'il y a un 4K qui arrive tout bientôt. Donc évidemment, on va redépenser de l'argent inutilement, mais ça fait tellement du bien. Allez, à bientôt. Bye bye. Bien, bye.